Bien, merci d'être venu ce soir. Aussi, enfin, je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux un 3 juillet. Donc merci d'être venu pour Pierre Gaugeron, qui va nous faire une petite conférence sur les relations entre la France et l'Algérie. Bonsoir, je vous remercie tous d'être là pour la présentation donc numéro 22 de Perspectives Libres. France-Algérie vers la réconciliation. J'ai vu tout de suite, vu les réactions sur les réseaux sociaux, que le thème intéressait, mais que la formulation ne passait pas. Elle ne passe pas, pourquoi ? Parce que la guerre d'Algérie, malheureusement, n'est pas, d'un point de vue mémoriel, terminée. Et que certains, d'ailleurs, se font, aujourd'hui comme hier, une vocation et une carrière de maintenir les plaies ouvertes. Des deux côtés. Donc, je vais déjà dire à qui mon propos ne s'adresse pas. Mon propos ne s'adresse pas à deux types de gens qui vont être les rageux au sens youtubesque de cette vidéo, c'est-à-dire les Algériens dont l'unique réalité identitaire est de dire du mal de l'ancien colonisé, enfin de l'ancien colonisateur, pour excuser tout ce qui ne va pas ou ne va pas assez en Algérie, et d'autre part, ceux qui aujourd'hui encore nous sortent le refrain de l'Algérie de papa et qui entendent bloquer l'histoire. Le terme bloquer l'histoire est important. C'était l'un des premiers ouvrages sur la guerre d'Algérie qui est sorti d'ailleurs pendant le conflit du jeune historien Pierre Nora, aujourd'hui très célèbre académicien, et qui définissait comme ça une partie de ce qu'on pourrait appeler le lobby colonial français. Ils ont voulu bloquer l'histoire. Eh bien, les descendants de ce qu'on doit appeler un lobby colonial entendent aujourd'hui maintenir le conflit. Je ne dis pas maintenir la mémoire des Français d'Algérie ou des Européens d'Algérie, selon les terminaisons que vous voudrez. C'est pas ça le problème. C'est de privatiser la mémoire des Français d'Algérie au nom de la mémoire des ultras et de demander des comptes à la France. Je rappelle qu'à chaque mandature, il y a une loi qui est proposée. La dernière avait été proposée, je crois, par monsieur le député Lucas et par madame la députée Marion Maréchal Le Pen, d'indemnisation de 50 milliards d'euros, ce qui veut dire quand même un exercice et demi d'impôt sur le revenu à peu de choses près, pour les Français d'Algérie. Et chaque année, on a le droit à ce concert de repentance des deux côtés et de ce qu'on appelle déjà depuis la fin du XIXe siècle la nostalgérie, c'est-à-dire une nostalgie tout à fait particulière qui se fait dans certains types de romans, dans certains types de cinéma ou de séries, pour la présence française en Algérie, mais souvent vue uniquement du côté européen. Et si vous voulez voir d'ailleurs un très bon film qui est d'époque et qui a été fait dans cet esprit-là, voyez Pépé le Moko, où les Algériens sont des ombres majoritaires, mais des ombres. Je vais articuler cette conférence de deux manières. Je vais d'abord vous dire pourquoi je pense la réconciliation souhaitable, et ensuite je vais vous dire comment je la pense faisable, parce qu'elle n'a aucun intérêt en soi. Les États et les peuples n'ont pas d'amis, comme disait le général de Gaulle. D'abord, je tiens juste à émettre un principe. Je vais être nécessairement plus long et plus dur avec les miens qu'avec les Algériens. Pas que j'ai une affection sans borne pour l'Algérie, aucunement. Mis à part la France, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. J'annonce la couleur assez rapidement. Mais parce que je ne voudrais pas, et je sais que les Algériens sont particulièrement chatouilleux à ce sujet-là, rompre le dialogue en faisant mine d'une ingérence dans leurs affaires intérieures. Je dois dire que ce numéro de Perspectives Libres a été parmi les plus longs et les plus difficiles à faire pour mon équipe, parce que tous les intellectuels algériens se sont retirés un par un de la rédaction de peur, vu ce qui se passe actuellement en Algérie, et nous allons y revenir tout de suite. Et d'ailleurs,
la partie immédiate, la partie actualitaire, va certainement être la partie la moins polémique de mon propos. Pourquoi je pense cette réconciliation souhaitable ? Premièrement, parce que l'Algérie, que nous le voulions ou non, sera l'une des grandes nations du sud de la Méditerranée pour les 30 ans à venir qui vont être décisifs pour nous. Je sais que beaucoup de mes amis marocains, à chaque fois que je le dis, m'envoient des tas de messages. Non, c'est Bibi, la rivalité intermaghrébine, c'est Bibi qui va être la grande puissance. Et en effet, le Maroc sera une grande puissance, mais pas de l'espace maghrébo-machréquien, de l'espace atlantique. Le Grand Maroc est allé jusqu'à Tombouctou, historiquement. Encore aujourd'hui, c'est l'islam marocain qui influence tout cet islam africain. Et d'ailleurs, si vous voyez le développement des grandes entreprises marocaines, particulièrement dans la téléphonie, par où vont-elles ? Pas du tout vers l'Algérie ou la Tunisie, elles descendent le littoral et elles vont jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est l'ère naturelle d'expansion marocaine. Et évidemment, le Maroc a un rôle éminent à jouer dans la stabilisation de cette zone. D'ailleurs, petit plaidoyer pro domo sans grand intérêt. Il y a quelques années, j'avais participé à un ouvrage collectif sous la direction du professeur Jean-Claude Martinez, qui s'appelait Le Roi stabilisateur. Le titre est nullissime. On a eu le droit à tout. Le Roi stabilisateur de vélo, on a eu le droit à tout. Qui ne s'adressait pas du tout aux Marocains qui sont libres de faire tomber leur monarchie s'ils l'entendent, mais qui s'adressait à Caroline Fourest, à Bernard-Henri Lévy, à ce que la France exporte de mieux, à des gens qui venaient déjà de faire perdre 15 ans de développement à la Tunisie en ayant plein la bouche des printemps arabes, et qui venaient à l'époque de saigner la Libye avec les conséquences exceptionnelles que vous avez vues sur nos côtes encore récemment, et c'était de dire: droit de l'homiste français, ne vous arrêtez pas à Rabat, passez votre chemin. Le Maroc n'a pas besoin de vous, tout comme d'ailleurs la France n'a pas besoin de vous, d'ailleurs personne n'a besoin de vous, et malheureusement personne ne vous veut, c'est pour ça que vous restez là. Et nous avions travaillé en profondeur le rôle du Maroc dans la stabilisation de ces zones. Il faut une puissance maghrébine au sens plein du terme. Ça ne peut être que l'Algérie. La Tunisie n'a pas les moyens militaires de le faire, n'en a pas la volonté. La Tunisie est confrontée à deux choses, c'est-à-dire elle qui était la nation la plus avancée économiquement de la côte, est aujourd'hui face à une perte sèche due entre autres à la mauvaise gestion de Narda, donc frère musulman tunisien. Elle n'a pas la volonté, elle n'a pas la masse critique. La Libye, même si le général Haftar, allié au fils Kadhafi, peut tout à fait refermer ou tenter de refermer les plaies que nous avons ouvertes, je tiens à le dire, et nous l'avons abondamment documenté dans Perspective Libre grâce à mes brillants amis Clément Nguyen et dans un autre registre, vu qu'il a fait un ouvrage, à mon avis, majeur sur la question, Patrick Mbeko, que nous avons fait lors d'une opération qui a été décidée non pas par Nicolas Sarkozy, mais par Hillary Clinton. Les fameuses attaques Stay Behind, où les Français furent les tirailleurs sénégalais de l'Empire américain déclinant. C'était la grande tactique d'ailleurs de ce grand démocrate qu'était Barack Obama. La Libye est out, certainement pour encore des années. Quant à l'Égypte qui aurait la puissance d'être un État, disons, africain et oriental à la fois, et en même temps une grande puissance sunnite, l'Égypte est aujourd'hui un État affaibli, dominé alimentairement,
Les États-Unis livrent encore 3 millions à peu près de tonnes de blé par an. L'Égypte, c'est à peu près un petit Égyptien en plus toutes les 3 minutes pour déjà un des pays les plus peuplés et à la démographie la plus fertile pour, je dis bien, les États arabo-musulmans, j'ai bien dit arabo-musulmans, hors bande de Gaza. C'est un État qui n'arrive pas à reprendre le contrôle du Sinaï, et pourtant les troupes du maréchal al-Sisi payent plus que l'impôt du sang. C'est également un État qui est sous perfusion, qui est malheureusement sous perfusion financière de l'Arabie Saoudite, ce qui explique sa participation contre nature aux exactions en cours au Yémen. Donc dans cette Méditerranée dévastée, eh bien malheureusement, comme disait le général de Gaulle, il n'y a de politique que celle des réalités. Qu'est-ce qui reste? L'Algérie. Alors vous me dites, stabiliser la Méditerranée, oui, mais pourquoi faire? Eh bien là, je vais faire presque même de l'identitarisme bête et méchant. Mais je pense que l'argument va quand même trouver son chemin. L'ère maghrébo-machrékienne est, disons, quasiment arrivée à la fin de sa transition démographique. Il y a une légère remontée algérienne récente, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Par contre, l'Afrique subsaharienne va doubler sa population en un peu moins de 40 ans, selon la plupart des scénarios. Mais néanmoins, il n'y a aucun scénario démographique à moins de 400 ou 500 millions de gens de plus. La moyenne des scénarios nous donne 1 milliard d'habitants supplémentaires. Or, que vont faire ces populations quand les villes africaines du littoral, qui sont de véritables chancres non productifs non pas parce que les Africains ne le veulent pas, mais parce que nous avons souhaité, et l'Union européenne a un rôle détestable là-dedans à travers les accords de Cotonou, nous avons souhaité que des États qui n'ont jamais eu d'accumulation primaire du capital fassent du libre-échange. Ce qui, au passage, n'est que la perpétuation de l'œuvre coloniale par des moyens plus intelligents. Parce que quand on est intelligent, on fait du libre-échange. Quand on est débile, on envoie l'infirmière et la canonnière. C'est un mode de pillage tout à fait économique. L'Union européenne l'a compris, gloire à elle. Ces populations vont remonter vers le nord. Et nous devons multiplier les États tampons et les États forts pour gérer le phénomène, pour au moins le temps de la transition démographique africaine, si elle a lieu. Là, à l'instant T, les démographes s'écharpent. Un État comme le Nigeria va atteindre les 400 millions d'habitants à lui seul, avec une possible scission. Que feront ces populations et qui les arrêtera? Je vous signale d'ailleurs que nos ONG droits de l'homiste et sorosites, pour reprendre un terme charmant de nos amis d'Europe de l'Est, je n'ai rien contre ces gens-là. Hein. Vous savez, moi, les droits de l'homme, tout ça, c'est important pour moi. Si, je récite mon chapelet, je me mets mon patch tous les matins. Accuse déjà l'Algérie de crimes massifs, et d'ailleurs vous avez vu le chiffre très récemment, vu qu'il est sorti la semaine dernière, accuse l'Algérie d'avoir causé la mort de 13 000 de nos réfugiés dans le désert. Donc évidemment, je vous laisse ergoter sur ce que fait l'Algérie, crime contre l'humanité, contre ce que vous voulez. Méthode de culpabilisation classique et qui fonctionne très bien. Et évidemment, les droits de l'homiste français ne vont pas être les derniers à hurler. D'ailleurs, si vous lisez souvent les journaux maghrébins, je pense à, par exemple, Le Soir d'Alger, ou vous le trouvez également dans El Watan, vous trouvez quoi? Des articles à la gloire de l'immigration, faits par qui? Étudiants à l'EHESS Paris, avec un nom bien maghrébin quand même. Ils vont pas envoyer Jean-Pierre du NPA faire ça. Hein, non, là ils prennent un maghrébin pour dire voilà, c'est pas bien, faut accueillir les migrants, les laisser aller en Europe, tralala. Évidemment, c'est certifié Vincennes ou HESS. J'ai rien contre l'HESS, j'en viens.
Mais pas tout à fait la même section. Moi, j'étais en section russe, disons ça comme ça. Donc, si vous voulez, l'entreprise de diabolisation de l'Algérie a déjà commencé. Et malheureusement, on garde l'information, les Algériens, qui sont tous sauf des humoristes, se défendent pas si bien que ça. Or, si le verrou algérien tombe, nous allons prendre les populations algériennes excédentaires, et nous aurons un couloir direct vers nos côtes. Et si Alger tombe, eh bien, c'est très simple. La prochaine barrière, c'est les quartiers, c'est Marseille, au choix. Alors, vous me direz, est-ce notre intérêt principal ? C'est notre intérêt primordial, mais ce n'est pas le seul. Nous avons aussi beaucoup d'autres choses à faire avec l'Algérie. J'en vois au minimum deux. Premièrement, je vois deux options positives et une option de défense absolue. L'option de défense absolue, outre le fait migratoire, c'est que l'Algérie est aujourd'hui l'un des récipiendaires principaux de l'influence turque. Alors, vous me direz, comment c'est possible ? Et surtout, l'influence turque est-elle dangereuse pour nous ? Beaucoup le savent par rapport à certains de mes interviews, certaines de mes interventions. J'ai très longtemps mis en garde mes collègues stratèges contre le fait à la fois de diaboliser le sultan et plus encore contre le fait de penser qu'il tomberait facilement. Je ne pense pas tout à fait avoir eu tort. Rappelez-vous le coup d'État que l'Occident a souhaité et qui a eu lieu et qui a lamentablement raté. Et qui a raté pourquoi ? Parce que les Spetsnaz sont venus protéger le sultan. Et Erdogan nous a fait comprendre ce jour-là qu'il était un grand leader politique parce que contre toute l'histoire turque, il s'est retourné dans les mains des Russes, faisant preuve d'une souplesse et d'une volonté de survie qui est hors d'atteinte de Jean-Claude Juncker. Erdogan n'est pas uniquement dangereux, dangereux entendons-nous bien. L'expansionnisme, disons, que le sultan entend faire en jouant de toutes ses cartes. La Turquie est un véritable exemple pour nous en termes de multipolarité. Qu'a fait Erdogan ? Erdogan, tout simplement, s'est interrogé qu'est-ce qu'être turc ? Être turc, c'est être européen, un peu. 3% du territoire turc est dans le continent européen. Mais être turc, c'est surtout être oriental, beaucoup. Être islamique, beaucoup. Être africain, contrairement à ce qu'on imagine, la Turquie a une grande politique africaine. Et c'est être turcophone. C'était le rôle de Davutoglu. Malheureusement, c'était l'aspect le plus ambitieux du projet du sultan et c'est celui qui a échoué parce que la Turquie s'est retrouvée en Asie centrale face à la Chine, la Russie et l'Angleterre. Un grand jeu comme la Turquie en a déjà connu. Ce faisant, Erdogan a fait une diplomatie tous azimuts. Nous ne pouvons que l'en féliciter. Il ne s'est pas enferré dans un hospice comme nous sommes en train de le faire avec l'Europe c'est bien, regardez ce couple sémillant que forment Angela Merkel et Emmanuel Macron. Couple d'un sex appeal que le monde entier nous envie. La Turquie n'a renoncé à aucune de ces sphères stratégiques. Mais aujourd'hui, Erdogan, parce qu'il veut conjurer des crises, et particulièrement des crises économiques intérieures qui se profilent, est pris d'une ivresse de puissance. Ce faisant, il utilise de plus en plus les diasporas. Il peut faire brûler une partie des villes allemandes s'il le veut, sans aucun problème. Et plus encore, il utilise l'arme culturelle pour pénétrer certains États arabo-berbères, pour, si vous voulez, faire reculer cette méfiance historique que les arabo-berbères ont de l'ancien colonisateur. Ça, je dis ça pour certains Algériens qui vont regarder cette vidéo. Oui, la France vous a colonisé, mais il est quand même, comme c'est encore le cas dans les programmes scolaires algériens, très difficile de dire que
si le français fut colonisateur, ce qu'il a été, que le turc ne le fut pas. Quant à l'arabo ou la berbérophilie des Turcs, je ne mettrai pas mes parties ni vitales ni reproductives sur la question. Je le dis assez sincèrement. Et surtout, la Turquie profite du retrait du Golfe, et particulièrement du retrait de l'Arabie Saoudite, pour influer sur l'islam des pays européens et des pays du Maghreb. Ça marche particulièrement en Algérie. Il y a d'autres pays qui sont qui sont pris de manière très sérieuse. Je pense à la Belgique et je pense même à la France, où pourtant la communauté turque est réduite, mais où l'influence dans l'islam pratiquée en France de la Turquie se fait de plus en plus sentir. Pourquoi ? Parce que MBS, Mohamed Ben Salman, a fait reculer les pions de l'Arabie Saoudite pour complaire aux protecteurs américains. Disant, voyez, nous sommes devenus fréquentables. Maintenant, nous ne bâchons plus que les roues des vélos. Nous avons même maintenant une rappeuse, vous l'avez certainement vu, saoudienne, qui est devenue une des égéries du royaume. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour rentrer dans le rang ? À une condition, protégez-nous de la menace iranienne. La Turquie, voyant des places à prendre, elle avance ses pions. Dans la réislamisation qui est en cours de la société algérienne, c'est un fait qui devrait nous faire frémir. Car d'un point de vue sécuritaire, ce qui brûle à Alger se consume dans les quartiers nord d'une bonne partie de nos cités. Ça, c'est le point de défense absolu. 2 points positifs. L'Algérie est l'un de nos meilleurs partenaires, alors même que nous avons des rapports politiques difficiles, dans la lutte antiterroriste. Nous dépensons des sommes colossales. Je rappelle que le centre d'études francophones de notre ami Lies Zaoué vient de rendre un rapport qui fait état que nous délaissons les pays francophones et qu'aujourd'hui l'aide au développement de la France, l'un des pays qui en reçoit le plus, c'est la Pologne. Autrement dit, au lieu de payer des gardes frontières algériens qui vont arrêter les convois du nouvel esclavage, nous payons des gardes frontières estoniens qui rêvent de provoquer la Russie et de faire jouer l'article 5 de l'OTAN. Article 5 dont je les invite d'ailleurs à abuser, et ils verront d'ailleurs ce que vaut la protection du maître américain vis-à-vis de ses laquais. Parce que pour les 200 000 soldats russes qui stationnent immédiatement après les États baltes, le match va être court mais intense. Ça va être un footing de quelques heures de prendre 3 États qui finalement n'ont pas toujours existé, preuve qu'on peut s'en passer. Donc, vous voyez à quel point la France est inversée par rapport à ce qui devrait être ses priorités stratégiques. Nous préférons payer des zones de tension avec un grand voisin qui ne nous est pas hostile, qui est la Russie poutinienne, plutôt que de commencer à nous prémunir contre le flux de population qui va arriver et qui fera passer les migrations actuelles sincèrement pour de la plaisanterie. Eh bien, voyez ce que la plaisanterie est déjà en train de foutre comme bordel. Et pourtant, malgré toutes ces contraintes, l'Algérie nous a livré plus de terroristes islamistes que toutes les agences de coopération européennes que nous avons créées qui, vu l'argent qu'elles dépensent, seraient pourtant incapables d'attraper une mouche noyée dans un bol de lait. Alors que les services algériens ont démontré leur efficacité. Il est vrai que leurs méthodes sont peu orthodoxes. Oui, rigolez pas, le terme droit de l'homme en arabe se traduit très modérément. Tout ça, c'est de la linguistique. Il faut jouer sur les mots, disaient les conseillers d'Emmanuel Macron. Je dirais même que l'Algérie est en avance par rapport à nous. Il y a un peu plus de 2 ans, a eu lieu un grand symposium antiterroriste à Alger, réunissant, contrairement à ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous réunissons les sachants, nous réunissons l'Occident, nous réunissons l'hospice. L'Algérie a fait un symposium très large avec les pays en développement, où d'ailleurs les pays occidentaux furent mis en accusation, non par haine ou ressentiment, mais parce que nos représentants se sont vus pour la première fois officiellement
demander les raisons de leur soutien au wahhabisme. Alors nos diplomates ont fait ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire qu'ils ont fait perdurer les carreaux fêlés. Et ont refusé de répondre. Mon ami Richard Labévière, qui était le représentant d'Afrique-Asie lors de ce sommet, avait titré un article que vous pourrez toujours trouver sur Internet, que je vous conseille, qui s'appelle « L'esprit d'Alger », et qui montre que l'Algérie, parce qu'elle est issue d'une tradition de diplomatie multipolaire et indépendante, qui fut peut-être l'une des seules choses qu'a réussi le FLN dans les années 70 et 80, a beaucoup à nous réapprendre en termes d'indépendance diplomatique. Deuxième chose, l'Algérie peut nous donner, parce qu'elle peut aussi totalement s'effondrer. Si c'est le cas, nous aurons à le pleurer. Je vous le dis tout de suite parce que je n'ai pas besoin de trop vous annoncer qui va payer les pots cassés. Si on en croit les chiffres du trésor algérien lui-même, l'Algérie est dépendante financièrement des exportations d'hydrocarbures entre 95 et 97% en termes financiers, c'est-à-dire en termes de ses rentrées par rapport à l'extérieur. Nous avons dépassé le stade du syndrome hollandais. Toutefois, cet état de fait ne serait rien si les quantités extraites du sol algérien n'étaient pas, et ça malheureusement l'Algérie le reconnaît officiellement, en train de baisser à une vitesse vertigineuse. C'est-à-dire que l'Algérie, à la fois, est dépendante des hydrocarbures, mais surtout, mais également, elle en trouve de moins en moins sur son sol. Là, ça va poser problème. Et c'est là où une part d'intelligence française, s'il en reste encore, peut être utile. Et c'est là aussi où l'Algérie ne s'en rend pas compte, mais par les liens qu'elle est en train de tisser dans la multipolarité. Elle a ouvert ses ports à la Chine, ports pour les navires de guerre. Elle a ouvert ses ports à la Russie. Peut-être que c'est ça qui va la sauver, je m'explique. L'Algérie est exactement dans la même situation que la France. Si elle poursuit les courbes, comme nous, elle est morte. Très simple. Mais l'Algérie peut devenir un nouvel exemple d'État développeur. L'Algérie a par exemple de très bons rapports avec la Corée dont elle pourrait apprendre beaucoup. Alors l'État développeur, même s'il fut incarné en majesté en Asie et particulièrement en Corée, à la base c'est un concept français, qui a d'ailleurs très bien marché chez nous. Mis à part qu'on était un tout petit peu plus soft, un tout petit peu plus cool, c'était nous le système de planification. Or, l'Algérie va avoir tout à refaire, à commencer par une transition énergétique majeure. C'est autant d'opportunités. Ceci est peut-être optimiste. J'ai jamais dit que ce serait facile. Je dis juste que si ça n'a pas lieu, eh bien nous aurons un couloir migratoire qui débouchera directement dans Marseille. Toutes mes condoléances. Et un couloir migratoire comme nous n'en avons jamais connu. Donc, si vous voulez, je reprends un des thèmes qui a été le mien quand nous avons publié un numéro de Perspective Libre qui m'a été presque autant reproché que celui-là le sera, qui portait sur la notion de stasis, sur la notion de guerre civile en Grèce antique. Parfois, les Grecs et les Romains tiraient au sort des gens issus de différentes familles qui s'étaient entretués et les faisaient frères par le sort. Avec l'Algérie, nous sommes voisins par le sort. Nous pouvons le refuser, et les Algériens peuvent le refuser également. À mon sens, nous le pleurerons tous. Parce que si le littoral méditerranéen n'est pas, disons, affermi pendant au moins les 30 ans qui viennent, eh bien, la transition démographique africaine se fera sur notre dos. Alors après, vous pouvez me dire, on peut toujours faire l'Europe forteresse en Kaoué dans les Alpes. Très bien, faites-le. Faites-le. Je pense que malheureusement, l'oligarchie européenne se mettra en travers vous, et d'ailleurs, et c'est eux qui gagneront.
parce qu'ils ont, parce qu'on le veuille ou pas, quand bien même accepterait-il de restreindre légèrement l'immigration par la logique des droits de l'homme et par la logique de l'émigration des riches, qui est la pire, parce que c'est elle qui fait venir le plus de monde à terme. Parce que quand vous prenez un médecin ou un ingénieur béninois, combien de Béninois qui n'auront plus d'encadrant vont le suivre? Par ces deux logiques-là, auxquelles personne ne résiste, y compris les partis qui en France ne veulent pas de l'immigration. Parce que quand on commence à ne pas vouloir d'immigration, il faut dire « je ne veux pas de médecin béninois ». Commencez par là. Et oui, ça coûte cher d'être réellement anti-immigration. Parce que ça veut dire de former ses propres élites soi-même, ça veut dire de balayer ses chiottes soi-même. Et c'est là où nous en revenons, c'est là où nous arrivons à ma deuxième partie, c'est-à-dire les problèmes mémoriels, les fantômes qui empêchent cette réconciliation. Ces fantômes sont de deux ordres. Les blocages français, les aveuglements algériens. Je vais commencer par les blocages français. Alors les blocages français, c'est très simple. Je vais vous donner deux noms qui les incarnent très bien. Benjamin Stora, Robert Ménard. L'ancien historien du FLN et le Ceausescu de Béziers. La repentance, la nostalgérie. Et on n'en sort pas. On n'en sort pas. D'ailleurs, faites un débat sur l'Algérie dans un lieu quel qu'il soit, du bistrot à l'université, c'est soit l'Algérie française c'était bien parce que ma grand-mère, mon grand-père, mon machin, mon truc, soit c'est salaud de français, vous m'avez, vous nous avez. Et comme sur ce dossier-là, on m'a bien prévenu avant cette conférence, vu le nombre de textos et de mails mi-figue mi-raisin que j'ai reçus, que je devais donner patte blanche d'un point de vue communautaire, je vais le faire. La seule mémoire que j'ai de l'Algérie, que je peux vous faire passer de l'Algérie, les seules mémoires sont à la fois la mémoire des appelés, parce que chez moi tous les vieux ont fait l'Algérie. Tous. Je pense particulièrement à un de mes amis qui n'est pas là, et dont la mère est toujours inconsolable d'avoir perdu son frère dans une guerre qui n'avait pas de sens. Ils ont tous été Algérie française. 3 semaines. Et après, totalement pro-Algérie algérienne. Tous. Et deuxièmement, la mémoire d'un certain type de pieds noirs dont personne ne parle, qui sont les pieds noirs qui ont laissé tomber les leurs, et qui sont revenus en 1954, quand ça a commencé à bien se sentir, et qui se sont tirés avec la caisse. C'était mes cousins, pour certains d'entre eux. C'était d'ailleurs la seule part alsacienne de ma famille, d'ailleurs. J'en profite au passage. Les Ringwald d'Oran, qui se sont tirés avec la caisse. Et mes cousins, ils sont des gens exceptionnels, adorables, mais qui étaient soumis à ce que Georges Ballandier appelle à raison la situation coloniale. Et c'est pour ça qu'il faut éviter la repentance coûte que coûte. Parce que nul n'a humilié des fils pour les fautes supposées des pères. Et je dis bien fautes supposées. Mais quand j'entends aujourd'hui dans nos propres rangs, alors que nous sommes lourdement colonisés, et là je reprends les termes de Nicolas Dupont-Aignan, dans cette émission hautement culturelle chez Ruquier, vous l'avez vu face aux employés de Bernard-Henri Lévy et à ce monsieur Benguigui dont j'ai appris l'existence ce jour-là, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. Je reprends les termes de Nicolas Dupont-Aignan, nous sommes économiquement colonisés par les États-Unis et la Chine, c'est surtout les États-Unis, mais il faut bien faire à bonne mesure. Colonisés politiquement par Bruxelles et par Berlin, il a osé le dire, et colonisés migratoirement. Et alors que nous le subissons, de plus en plus des nôtres commencent à dire, vous savez, les colonies, c'était vachement bien. Alors pas tous, heureusement, on a encore des mecs comme Bernard Lugan, vous voyez quand même que je ne prends pas tout à fait ce qu'on a parmi les plus gauchistes. Pourquoi la colonisation est une plaie? Pour 2 raisons. Elle réifie le colonisé et elle abrutit le colonisateur. Parce que quand vous n'êtes plus capable du développement, et le développement c'est endogène, toujours. Quand vous n'êtes plus capable d'une politique d'accumulation de puissance, donc d'une politique interne, de concentration, de mise
d'équerre des voies et des moyens, de planification, de volonté politique, eh bien tout simplement, vous devenez des handicapés de haut niveau. Et d'ailleurs, voyez les pays qui se sont attachés à aller avec l'énergie du désespoir à leur empire colonial, le temps que ça leur a fait perdre. Voyez le Portugal, par exemple, pour ne prendre que celui-là. Il ne s'agit pas, il s'agit de faire la part de deux choses. Il s'agit de faire la part du phénomène humain qu'est le colonialisme, parce que quand l'instituteur républicain de 1870 reçoit son ordre de mobilisation pour l'Afrique, c'est une condamnation à mort. Dans les 6 mois, les fièvres l'auront tué. Donc ce n'est pas de médire sur ce pauvre type-là, certainement pas. Mais c'est comme disait le président de Georges Siméon, je trouve la mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf pour quelques aventuriers en mal de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Et en réalité, nous n'arrivons pas à verbaliser cette perte de temps et à intellectualiser cette perte de temps extraordinaire qu'a été le colonialisme français. Revenons sur quelques points historiques. Pourquoi la France y est allée ? Il faut commencer par là, parce qu'en réalité, l'Algérie a été perdue à une date qui est très simple, elle a été perdue en 1830. Elle a été perdue quand on y a foutu les pieds. Pourquoi ? En réalité, ce qui a fait le destin de l'Europe pris au sens géographique, parce que, si vous voulez, les amateurs de civilisation européenne, tant mieux. Moi, je peux malheureusement pas en être. La proximité du Rhin me donne des bouts de temps. Ce qui a fait la force de l'Europe, c'est que quelque part, dans le Moyen-Âge anglais, entre le XIIe et XIIIe siècle, l'Angleterre a créé une nouvelle théorie de la puissance qui était totalement différente de celle de Rome, totalement différente de celle du début de la chrétienté. Ça, c'est encore un continent de l'histoire des idées entièrement à découvrir, c'est-à-dire comment ce peuple a eu ce coup de génie de créer des comptoirs et de ne pas vouloir prendre les terres, de mettre des comptoirs aux 4 coins des mers et de prendre le monde. Et en réalité, c'est ça la force de l'Angleterre. Et ça a culminé avec l'Angleterre la plus forte, qui est l'Angleterre de quelle époque, à votre avis ? L'Angleterre élisabéthienne. L'Angleterre victorienne est déjà décadente. C'est une belle décadence, c'est une décadence non hanounesque. Mais c'est une belle décadence. Tu vois. Il n'y avait pas encore les fêtes avec filet de pêche à l'Élysée, tout ça. Ça, c'est la décadence moins belle, faut reconnaître. Ça fera pas de belles ruines, faut reconnaître. Jack Lang ne fera pas de belles ruines. C'est comme ça. À un moment, l'Angleterre, au début de sa décadence, va revenir à une définition de la puissance, disons, qui est une régression par rapport à sa première définition. C'est-à-dire, elle va bouffer de la terre, donc bouffer du caillou. Et bien nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va imiter. Et tous les Européens vont tenter de faire chacun son caillou. Bon, moralité zéro. Il n'y a pas d'empire colonial européen bénéficiaire. Tous les États se sont ruinés à différents degrés, et particulièrement la France. Je vous rappelle que quand le général de Gaulle arrive en 1958, l'Algérie, à elle seule, représente 20% du budget de l'État. La France est plus que dans une banqueroute. Et dont d'ailleurs la plupart ne sont pas les faits de guerre, mais les faits d'administration. Ce qui va avant tout motiver d'ailleurs la décision du général de Gaulle, c'est que le général de Gaulle, lui, a une vraie pensée de la puissance. Il sait que la puissance, c'est endogène. Que la puissance est la perpétuation, c'est l'une des définitions de la puissance, mais en tout cas c'est celle à laquelle il va s'attacher et dans laquelle il investira tous les moyens de la France, avec tout de même plus que des réussites. Comme dirait l'autre, le bilan est globalement positif. La perpétuation et la préservation de son être. Comme disait Maurice Thorez, nous mangerons notre pain noir, mais ce sera notre pain. Et comme disait d'ailleurs le général de Gaulle pour y répondre, nous trinquons avec un petit verre peut-être, mais c'est notre verre.
c'est avant tout cela et la menace migratoire et démographique algérienne qui explique la décision du général de Gaulle. Nous n'en sommes pas encore là. En réalité, jamais les empires ne sont des faits planifiés. Rome ne s'est pas levé un matin en disant on va faire Rome. Rome a fait conquête après conquête, s'est retrouvé avec une masse de territoire et a dit je vais les administrer de manière différente que le regnum, le royaume romain. D'ailleurs, l'une des causes de la force de Rome, c'est cette ambiguïté entre la Rome, l'URSS, qui est encore un royaume, et les terres des gouverneurs militaires, donc les terres de l'impérium. La France a fait pareil, elle a pris des terres, alors que l'Algérie, sincèrement, nous avions des rapports avec l'Algérie depuis l'époque de la Sublime Porte. N'oubliez pas que nos liens avec le sultan faisaient que la France était en dehors des sphères de l'esclavage, relativement. Il y a quand même eu 8000 captifs français. Mais par rapport à ce que les Corses, les Italiens et les Espagnols ont pris, c'est pas grand-chose. Et surtout, nous avions le monopole de la joaillerie par la prise du corail. Et oui, qui servait à faire les bijoux et les chapelets à l'époque. Bah oui, fille aînée de l'église peut-être, mais on ne va pas se déshériter pour autant. Nous avions des rapports avec l'Algérie dès les années 1630. Ce qui nous a forcés à y aller, c'est à la fois la force des barbaresques, qui n'a pas éveillé que notre volonté d'attaque. L'Espagne a voulu prendre l'Algérie, l'Italie a voulu prendre l'Algérie, l'Angleterre a voulu, les États-Unis ont voulu mettre des colonies militaires. Quand ça a été le tour de la France, eh bien, nous nous sommes posé une question. L'Algérie, est-ce qu'on prend les côtes pour écraser les barbaresques ou est-ce qu'on prend tout le pays? Le général Bugeaud, qui est un opposant, contrairement à ce que vous lirez, à la prise de l'Algérie, dit si on doit vraiment y aller, il faut tout prendre. Regardez les centaines d'hommes que l'Espagne, avec ses 2 enclaves, qui sont toujours existantes aujourd'hui d'ailleurs, et qui coûtent toujours aussi cher, regardez les centaines d'hommes que l'Espagne dépense. On prend l'ensemble du territoire. Bugeaud, je rappelle, est un opposant. Et la République ne sait pas quoi faire. Tout comme elle ne sait pas quoi faire de l'Empire, au fond. Elle a pris des terres pour ne pas être encerclée par l'Angleterre et par compensation par rapport à sa faiblesse vis-à-vis de l'Allemagne. Elle ne sait pas quoi faire. Et l'indécision de Paris va permettre au lobby colonial d'avancer en Algérie et à Paris. Il y a une hypothèse historique que je ne peux pas valider ce soir, qu'aucun historien ne valide, même si tous l'ont dans la tête. Qu'est-ce qui a pu sceller cette continuelle indécision et cette continuelle avancée du lobby colonial? Ça ne peut être que la corruption. Mais malheureusement, pas de source, donc pas de conclusion. Et pourtant, contrairement à ce qu'on vous dira, les élites françaises vont très vite se rendre compte du piège dans lequel ils sont tombés. Je vais vous citer une phrase, et quand vous allez voir de qui c'est une phrase de 1882. Alors vous me direz, on est arrivé déjà en 1830. Au passage, juste un petit truc. Les plans de conquête militaire de l'Algérie ont été basés, la revue Guerre et Histoire l'a démontré il y a quelques mois, sur les plans de la guerre de Vendée. Donc, quand l'extrême droite demande la reconnaissance d'un génocide, d'accord, le problème c'est que soit on reconnaît les deux, soit on n'en reconnaît aucun. Je vous renvoie, cela, ça nous emmènerait trop loin, mais je vous renvoie le numéro sur la guerre de Vendée de Guerre et Histoire que vous pouvez encore trouver, c'est le numéro d'il y a à peine 4 mois. Voici une phrase. Il est difficile de faire entendre aux colons européens qu'il existe d'autres droits que les siens en pays arabes et que l'indigène n'est pas une race taillable et corvéable à merci. Rapport d'inspection en Algérie et du Sénat français, signé de la main de Jules Ferry, le soi-disant chantre de... Parce qu'il a eu une phrase. C'est très drôle d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, quand on relit l'histoire de France, on fait la technique de Caroline Forest. On prend 2 phrases et on exécute un mec. Voilà. Ce qu'il a dit, les races supérieures. Alors je rappelle au passage, puisque certains viennent de le gommer dans la Constitution, que race en français, c'est une définition très claire depuis l'Ancien Régime. C'est le synonyme de lignée. C'est le synonyme de lignée. C'est... voilà. Non.
Nous, quand on a une crise inflatoire, on tue pas 50 millions de gens. Il y a des peuples qui font ça. Ils sont pas loin d'ailleurs, quand on vit d'ici. Mais là aussi, ça nous emmènerait trop loin. Les élites françaises, et particulièrement les militaires, nous avons des rapports des années déjà 1860. Par exemple, le rapport du lieutenant Lagarde sur sur le fait que les deux populations sont déjà séparées et que la brutalité du lobby colonial fait que la France ne pourra pas rester. 1860. Pas la faute à De Gaulle, ça, parce que c'est facile toujours de charger. Comment cela s'explique ? Cela ne s'explique pas par évidemment une malénité des Français ou des Européens qui étaient en Algérie, une malénité ontologique, si vous voulez. C'est pas ça. Il faut revenir à la notion de balandière de situation coloniale. Ce qui avantage, ce n'est pas uniquement la richesse qui avantage le colonisateur, c'est que lui a un statut d'être entier. Et que même le colonisé qui a réussi, il y avait 10% d'Algériens qui étaient médecins, profession libérale, qui étaient l'interface avec les colons. Et bien même eux sont des inférieurs, par statut. C'est ça, la colonisation. Mohamed Harbi, historien du FLN, historien qui vient en France parce que le FLN a voulu le raccourcir à l'âge par le bas, enfin bon, peu importe. Mohamed Harbi disait bien, ce n'est pas un scénario à la sud-africaine parce qu'il n'y a jamais eu d'apartheid au sens strict, mais il n'y a jamais eu d'unité heureuse de l'Algérie de papa. Contrairement à toute la littérature, qui est une littérature de ressentiment, qui est une littérature de tristesse, qui est une littérature de compensation que les pieds noirs ont fait depuis qu'ils sont revenus. Mais ce n'est pas ça l'Algérie. Très sympathique cette participation à nos débats. Ça couine autant qu'un européiste devant un t-shirt Poutine, mais mis à part ça, c'est le cri de la girafe mourante. Je sens que c'est ça. Si tu peux, parce que là, si tu veux, ça fait un peu comme Rachida Dati, ça fait un peu de bruit de plastique. Bon, donc, pour en revenir, ce qui a fait la faiblesse de la République jusqu'à Clémenceau, c'est comme on ne savait pas quoi faire de l'Algérie, eh bien, à chaque remontrance, et il y en a eu des dizaines, Blum a tenté de faire le projet Blum-Violette, refusé par le camp colonial, qui était un projet très timide, de donner 2 ou 3 droits à peine aux indigènes. Les réponses sont toujours les mêmes. 1, nous on connaît les Arabes. 2, nous sommes la civilisation face au fanatisme islamique. Déjà. Donc content, pas content, vous arrosez l'argent, vous envoyez les troupes. Content, pas content. Le premier qui leur résiste, c'est Clémenceau. Dans l'immédiate après-guerre, ils vont même réussir à déboulonner le général Catroux. Je sais pas, vous voyez tous qui est le général Catroux ? Ça va me permettre aussi de saigner un autre mythe d'extrême droite, au passage. Le général Catroux est l'officier le plus gradé de la France libre. Le général de Gaulle voudra d'ailleurs lui remettre le commandement au nom de la hiérarchie militaire. Et Catroux lui dira « C'est moi qui suis venu à vous et non l'inverse, donc je me mets sous vos ordres. » C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'usurpation du titre de général dans le général de Gaulle. Mais bon, vous savez, de toute façon, de Gaulle est un extraordinaire révélateur de la machine à fantasmes qu'est l'extrême droite et l'extrême gauche française. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous plonger dans l'histoire des antigaullismes, parce que c'est un très joli passage en psychiatrie. Donc, pour en revenir, ils vont même déboulonner Catroux. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est de déboulonner le plus grand général de la France libre. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Le lobby colonial n'acceptera comme ministre représentant en Algérie que des pro-colons, et particulièrement Soustelle. Alors, Soustelle est intéressant d'un point de vue de profil. C'est l'un des plus grands spécialistes des Aztèques de son temps. Et par des médiations que je ne saurais vous
vous expliquer, il estime par cette grande connaissance des civilisations précolombiennes que l'assimilation est possible en Algérie. C'est un peu trop complexe pour moi, j'ai pas tout compris, donc je vous renvoie aux écrits de Soustelle qui doivent être certainement très complets sur la question. Mais malheureusement, alors que Soustelle s'en rend compte, comme beaucoup d'ailleurs de ministres représentants en Algérie, il a de l'affection et de la compassion pour les Algériens. Il sait très bien que sans effort du lobby colonial, le lobby colonial à la même époque menace de mort Albert Camus. Parce qu'aujourd'hui ils le reprennent, parce qu'il est mort, et puis l'avantage est que comme tous les morts, il ferme sa gueule. Mais ils l'ont menacé de mort parce que Camus publie une lettre ouverte où il demande, juste avant la guerre d'Algérie, où il demande que les meilleurs des deux communautés se rencontrent. Et donc il a des manifs qui appellent à ça une élimination physique. Albert Camus, hein. Entre la justice et ma mère, je préférerais ma mère. Qui est aujourd'hui porté comme le chantre de l'Algérie française. Alors que la seule chose que ce pauvre homme a eu contre lui, c'est de mourir d'un accident de voiture. Et de laisser d'autres de ne pas laisser de descendance, ou du moins pas une descendance très vociférante, pour reprendre ses droits et parler à sa place. Comme vous le savez, il y a eu, au défilé de 1945, commence Sétif. Évidemment, les nationalistes algériens diront 40 000 morts, il y en a moins de la moitié, mais peu importe. Mais Sétif est intéressant parce que ça vous explique comment cette guerre va pourrir. Il faut que vous compreniez que le lobby colonial a une obsession, comme tout lobby colonial, c'est d'être inférieur numériquement. Il va donc faire voter des lois par la République, le décret Crémieux que vous connaissez, mais le décret Babite que vous connaissez moins, qui est l'équivalent du décret Crémieux pour les Européens d'Algérie. C'est-à-dire qu'ils ont deux droits, les Espagnols particulièrement, la nationalité française, pour faire nombre face aux Algériens. Néanmoins, jamais le rapport entre Algériens et colons ne sera inférieur de 1 pour 5 et va monter jusqu'à 1 pour 8, 1 pour 11. L'homme qui va mater Sétif le dira d'ailleurs publiquement, je vous ai accordé 10 ans de paix, à vous de la faire. Et pendant 10 ans, dans la presse française, vous aurez par exemple des écrits d'un philosophe oublié aujourd'hui, mais qui était un homme intéressant, Jean-Marie Domnac, ancien résistant, qui vont annoncer le conflit. L'Algérie arrive, l'Algérie arrive. Et en 1954, ça ne pouvait qu'arriver. D'ailleurs, symptomatique, où commence la guerre d'Algérie ? Dans une petite ville des Aurès. Tout à fait symptomatique. 60 000 indigènes, 4 Français. Un maire, deux officiers d'état civil, un gendarme. Pour vous dire ce que c'était la sous-administration de l'Algérie. Et déjà ça, c'était vrai de 20 points du PIB de l'État. Et oui. Le dilemme insoluble. Ensuite, que s'est-il passé ? Je vous le résume à grands traits. Oui, notre armée a gagné militairement. Ça, c'est l'autre blocage français. Elle a gagné militairement comment ? Elle a étouffé le FLN par ce qu'on appelle la guerre des frontières, où elle fut au passage aidée par le FLN extérieur. Le FLN intérieur est majoritairement berbère, le FLN extérieur est arabe. Ils ont laissé les leurs mourir et utilisé l'armée française pour le faire. Nous l'aurions fait sans. Ça a servi au FLN, d'ailleurs à la seconde où l'Algérie fut indépendante, les dernières katibas intérieures ont été laminées par le FLN extérieur, revenant de Tunisie et du Maroc, en vainqueur. Nous avons asphyxié le FLN et d'un point de vue et notre école de la contre-insurrection, donc Trinquier, tous ces auteurs-là, oui, nous avons gagné cette guerre. Mais la guerre est-elle juste un fait mécanique ? La guerre est un fait politique. Nous avons été très bons dans les coups tordus, je vous renvoie à l'opération Bleu 8, extraordinaire. Nous savions que certains hiérarques du FLN étaient des psychopathes paranoïques dangereux. Nous leur avons fait croire que leurs hommes les trahissaient. Ils les ont torturés, exécutés par centaines. Une pure intoxication de nos services. Bravo.
Mais ça, c'est la tactique. La stratégie est toujours politique. Que faire de l'Algérie? La République ne pouvait pas répondre à cette question. Alors la 4e République, dans son ignoble lâcheté, a fait ce que les bons républicains savent faire. Ils ont rappelé un homme d'exception pour ensuite tout lui foutre sur le dos. Et ils se sont dit, le grand Charles va faire ça tranquillement, et après on va le renvoyer à Colombey, ce coup-là définitivement, et après on va revenir, on va se gaver. Ce qu'ils avaient fait, et en 40, hein. On va laisser la résistance faire, et nous on va revenir. Et d'ailleurs ils sont revenus, hein, avec des dossiers de résistance tous plus ou moins bidonnés. Hein, vous voyez la résistance de Valéry Giscard d'Estaing, extraordinaire. Alors celle d'Edmond Giscard d'Estaing est encore mieux. Parce que même Pierre Laval a dû l'empêcher de collaborer, pour vous dire le problème. Le dossier hors norme de François Mitterrand, bien avant qu'il se mette à importer cette mode du jogging dans les jardins de l'Observatoire, et la République a cru qu'elle allait faire le même coup, c'est-à-dire on va faire le même coup au Grand Charles, et il va se barrer comme il s'est barré en 47, et puis terminé. Manque de peau, lui aussi il avait appris entre-temps. Alors vous me direz, De Gaulle sait-il que l'Algérie doit être algérienne quand il arrive? Certainement oui. D'ailleurs Jean Lacouture, qui n'est pas gaulliste à la base, contrairement à ce qu'on croit, le dit très bien. Il faut être bien naïf pour ne pas croire que l'homme du discours de Brazzaville croit encore aux colonies. En plus, il y a une part, là on va publier pas dans le prochain, pas dans le prochain, mais sur la francophonie, mais dans celui qui suit sur les routes de la soie, un grand article sur la période libanaise du général de Gaulle, qui est très peu connu. Et quand de Gaulle est face aux jeunes gens diplômés au Liban, il leur dit: vous serez la première génération d'indépendantistes. Il sait très bien que, parce qu'il a cette pensée de la puissance, il sait très bien que c'est fini d'accaparer des terres, de mettre des drapeaux dessus et de dire que c'est chez nous, ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. Ou alors, fallait faire les choses jusqu'au bout. Il fallait faire ce que l'alliance ethnique germano-anglaise qui a pris les États-Unis ont fait pour que les États-Unis deviennent chez eux. C'est-à-dire une démarche génocidaire. Alors ça, si vous voulez, les Français, en termes de génocide, on est les plus mauvais au monde. Hein. On a multiplié la population algérienne par 5. Donc, on est vraiment les génocidaires les plus neuneux de l'histoire de l'humanité. Au passage, je sais que beaucoup d'Algériens ironisent sur les pertes du début de la conquête. Je rappelle que l'Algérie va connaître dans les années 1860, ainsi que toute l'Afrique du Nord, énormément de famines et d'épidémies de choléra. Et qu'en réalité, les pertes en Algérie sont tout à fait équivalentes à celles au Maroc, où l'armée française n'est pas à ce moment-là. Donc, si vous voulez, nous ne savons toujours pas quoi faire. Eh bien, le général de Gaulle va déjà, comment dire, il va vouloir l'œil total sur la situation. Donc il va d'abord observer et essayer de négocier avec, entre autres, le lobby colonial pour voir est-ce que quelque chose est possible. C'est le sens de « je vous ai compris ». Parce que « je vous ai compris », tout le monde dit « ah, il nous a eu, il nous a trahis ». Est-ce que vous avez lu déjà le discours de « je vous ai compris » ? L'un de vous l'a lu ? Ça porte pas du tout sur l'Algérie française, ça porte sur le second collège. Parce que le lobby colonial avait exigé que les Algériens aient un collège électoral à part, où il fallait, je ne me rappelle plus, c'est plusieurs milliers de voix d'Algériens pour faire une voix de pied noir. Et en réalité, De Gaulle met fin au second collège, donc rétablit l'égalité électorale. Pour les ultras, d'ailleurs les ultras s'y sont pas trompés, parce que je vous ai compris, eux ils ont compris. Ils ont dit, il va donner l'égalité aux Arabes. Ah non, mais attendez, c'est pas du tout pour ça qu'on a laissé faire ça. Parce que eux croyaient que De Gaulle allait matraquer les Arabes, et après, que les Francawis allaient repartir, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idéologues pieds noirs qui pensaient faire une république autonome pieds noirs, débarrassée de la France, il faut quand même le savoir. Projet d'ailleurs qui va s'incarner dans l'OAS, entre autres sous la plume de Salan. Salan qui d'ailleurs, nous avons un document signé de sa main qui dit si les pieds noirs ne sont pas capables de faire ce que font les Israéliens une fois que la France sera partie, alors De Gaulle a raison.
Raoul Salan. Hein. De Gaulle va d'abord contraindre le FLN à négocier en l'écrasant militairement. Et ensuite entrer dans la phase de négociation. Les transferts financiers font que déjà à cette époque, les plus riches des pieds noirs sont déjà partis. C'est les petits qui vont prendre. Et bien sûr, il ne faut pas les accabler, ce n'est pas du tout mon propos. On a raconté d'ailleurs beaucoup de saloperies sur eux. On a dit que c'était une population totalement ignorante, ce qui n'est pas vrai. Ils avaient des taux de réussite aux examens universitaires totalement conformes à ceux de la France métropolitaine. Et ils ont donné 2 prix Nobel à la France. Mine de rien. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout pour les accabler. C'est qu'en réalité, ils ont été victimes d'une tragédie grecque. Vous savez ce qui fait la différence de la tragédie du drame? Le drame, c'est le destin qui vous frappe. La tragédie, vous participez vous-même à votre propre malheur. Revoyez la chute de Troie. Revoyez les prédictions de Cassandre. Troie est tombée non par ma main, ni ma volonté, etc. Et en réalité, c'est ça qui leur est arrivé et qu'ils n'arrivent pas à somatiser. Tout comme ils n'arrivent pas à se dire qu'une partie des pieds noirs, particulièrement les plus aisés, les ont trahis. Pourquoi? Parce que l'effet de la situation coloniale est d'annihiler le sentiment de lutte des classes. C'est-à-dire, oui, entre les grands et les petits, on ne s'aime pas, mais on aime encore moins l'arabe. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusque-là, ça va? Et c'est tout ça que nous n'arrivons pas à verbaliser. Et c'est pour ça que dès qu'on parle de ce sujet-là, tout de suite, ça revient. La torture, alors que le FLN a torturé au moins aussi atrocement et bien plus lourdement que l'armée française. Le FLN a aussi torturé des Algériens réfractaires à l'impôt révolutionnaire, les hommes de Ferhat Abbas, les hommes de Messaliadj, et de pauvres Algériens de la rue qui refusaient de cotiser, quoi. L'alibi du pillage colonial, qui est faux. La France est ruinée en Algérie. Ce qui ne veut pas dire que des Français n'aient pas fait de fortune en Algérie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a eu un pillage colonial, mais qui a été fait par des fortunes privées, qui n'a pas été fait par l'État, et dont les Français d'aujourd'hui ne sont pas tributaires. Et qui est malheureusement le lot de souvent les phénomènes coloniaux. Mais à chaque fois, parce qu'on n'arrive pas à verbaliser cette histoire. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde croit que tous les pieds noirs ont été expulsés d'Algérie en quelques jours. 200 000 pieds noirs sont restés en Algérie. Beaucoup ont pris la nationalité algérienne pour, entre autres, pouvoir garder leurs biens. 80% des harkis, contrairement à ce qu'on croit, et ça c'est les recherches de Pierre Daume, qui est en train de révolutionner la matière, sont restés en Algérie, il ne leur est rien arrivé. 20% sont partis ou ont pris. Les massacres d'Européens sont une réalité. Les massacres de harkis sont une réalité. Mais ils ne correspondent pas à la totalité du phénomène, ce n'est pas vrai. Particulièrement pas pour les harkis. Ensuite, il y a aussi une raison qu'on ne dit pas, pour laquelle on a refusé beaucoup de harkis. C'est que le FLN a vidé ses prisons. Ce que les Cubains avaient fait, ce que Fidel Castro a fait, c'est d'ailleurs le début du film Scarface, c'est ça. Et bien le FLN a fait la même chose. Et le pire, c'est que le lobby colonial juste avant, quand l'indépendance est certaine, va se radicaliser. C'est l'épopée parfois croquignolesque de l'OAS, c'est-à-dire une armée secrète faite de vendeurs d'anisette, excusez-moi. Si vous voulez, ou parfois où l'OAS d'Alger va tuer des hommes de l'OAS d'Oran pour des affaires de fric. C'est un parallèle du FLN. Roger Hollande, là encore, je ne prends pas les plus gauchistes, vous voyez. Popeye avait eu une bonne phrase, même si je pense qu'il fantasme beaucoup une partie de la guerre d'Algérie. Il avait dit le Viet Minh, c'était du boy scoutisme. Parce qu'il faut voir ce que c'est un patriote vietnamien. À Dien Bien Phu, vous aviez des gamins qui arrivaient avec des ceintures d'explosifs, qui se faisaient sauter dans nos barbelés, et son bataillon qui passait à travers ses boyaux pour attaquer nos forces. Ben ça, quand des hommes font ça, vous les admirez. Alors que souvent, l'armée française arrêtait des réfractaires du FLN qui s'étaient tirés avec la caisse de leur régiment et qui étaient condamnés à mort par le FLN. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même classe. Et ce faisant, si vous voulez, l'OAS va commettre de terribles erreurs. C'est-à-dire
qu'il va vouloir éliminer tous les points de contact entre les deux populations. Je mets de côté les attentats contre De Gaulle, qui étaient aussi une sombre bêtise. Mais bon, ça à la rigueur. Dans le désespoir, De Gaulle les a graciés, donc d'un côté pour moi c'est un dossier qui est fini. Mais quand je vous dis, ils ont participé à leur propre malheur. Je vais vous donner 2 exemples précis. Le Parti libéral algérien, qui lui voulait, dans la lignée de Ferhat Abbas, qui est un groupe différent, Ferhat Abbas. Je vais vous le prouver tout de suite en vous lisant une citation que je trouve quand même assez extraordinaire d'Abbas. « Si j'avais découvert la nation algérienne, je serais nationaliste et je n'en rougirais pas comme d'un crime. Les hommes morts pour l'idéal patriotique sont journellement honorés et respectés. Ma vie ne vaut pas plus que la leur, et cependant je ne mourrai pas pour la patrie algérienne, parce que cette patrie n'existe pas, je ne l'ai pas découverte, j'ai interrogé les vivants et les morts, j'ai visité les cimetières, personne ne m'en a parlé, on ne bâtit pas sur du vent. » Ferhat Abbas. Alors certes, d'avant-guerre, mais lui voulait faire quelque chose avec les pieds noirs. Et le Parti libéral algérien le voulait également. L'OAS a tué tous les membres du Parti libéral algérien. Tous les membres qui comptaient. De même, ils ont décrété les journées. Alors vous aviez ce qu'on appelait les plastiquages du mercredi, donc ça c'était les bombes. Mais vous aviez les journées, par exemple la journée anti-Fatma, où les tueurs de l'OAS ont arpenté les villes, particulièrement à Alger et à Oran, là où les Européens d'Algérie vont morfler quelques mois plus tard, et ils vont exécuter toutes les femmes de ménage. Ils ont exécuté les facteurs, les serruriers, c'est-à-dire tous ceux qui faisaient les go-between entre les deux populations. Près de 2000 tués. Comment vous vouliez penser qu'il n'y aurait pas de match retour dans un FLN qui était déjà traversé par des courants entiers qui voulaient l'épuration des pieds noirs? Parce qu'il y a eu une volonté d'une partie du FLN, mais elle n'était pas totale au début de la guerre. Or malheureusement, la guerre a permis aux violents du FLN d'égorger les autres. Au passage, c'est exactement la même chose qu'a fait Bachar el-Assad. Il avait une opposition simili-démocratique, mais majoritairement il avait des violents, il a laissé les violents tuer les démocrates, et il a dit maintenant voyez ce que vous me mettez dans les pattes. C'est une stratégie. Donc si vous voulez, De Gaulle n'avait pas beaucoup de choix, il fallait couper, une ablation de tumeur ne se fait pas à moitié, donc il a coupé dans le vif. Ça ne veut pas dire que la France n'ait pas de responsabilité. Elle l'a vis-à-vis des harkis, elle l'a vis-à-vis de ceux qui, entre autres, sont morts à Oran dans les massacres de juillet. Ensuite, ils sont morts des mains d'un État algérien qui avait signé les accords d'Évian comme quoi ils allaient les protéger, mais qu'aurait dû faire l'armée française? Retourner en guerre. Vous voyez? C'était déjà terminé. Ça, ce sont tous les blocages français. Vous avez également les fantômes algériens. Vous en avez 2 principaux. Premièrement, l'Algérie refuse de se regarder telle qu'elle est. Il est stupide de dire la France a fondé l'Algérie, comme le disent beaucoup. Est-ce que vous comprenez que c'est ignoble de dire ça à quelqu'un? C'est comme si on disait, vous, Anglais, d'ailleurs, en plus, ce ne serait pas vrai, vu que nous, notre sentiment national préexiste à la guerre de 100 ans. Mais c'est comme de dire, vous, Anglais, vous nous avez, en nous tapant dessus, vous nous avez fondés. Vous comprenez le caractère d'hémiplégie morale que ça demande? En réalité, nous avons révélé l'Algérie à elle-même. Pourquoi? Pourquoi l'Algérie n'était pas un État national quand nous sommes arrivés? Contrairement à la Tunisie, qui était un État pré-national, et contrairement au Maroc, qui lui était déjà un vieux royaume. Parce que, Bernard Lugan l'explique très bien, les centres décisionnels et culturels algériens sont happés géographiquement par soit la Tunisie, soit le Maroc. Quant à Alger, Alger est une sorte de ville marchande méditerranéenne, donc avec une autonomie plus ou moins grande selon les époques. Donc il n'y a pas eu cette région motrice comme la France a eu l'Île-de-France. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le Maroc a eu Rabat, et alors que la Tunisie, elle, a eu un révélateur beaucoup plus tôt qui était la colonisation ottomane. Pourquoi la colonisation ottomane n'a pas révélé l'Algérie elle-même? Pour une raison. Qui les Ottomans ont envoyé là-bas? Des Berbères. Il n'y avait jamais eu de Turcs.
Turcs ne sont pas arrivés jusque-là. Les Turcs n'étaient pas assez bêtes. Or, pour les Berbères, ce qui compte, c'est le peuple. Plus encore que la religion, bien plus. La preuve, ils se sont déjà convertis à différentes chapelles de l'islam pour pouvoir être le fer de lance de révolte nationaliste. Chapelles musulmanes qu'ils ont laissé tomber aussitôt les révoltes faites. Donc, si vous voulez, l'Algérie, en niant la berbérité, jusqu'en 2002, la langue berbère était très combattue par le pouvoir algérien, elle nie son histoire profonde. Histoire qui a éclos en partie à notre contact, mais qui était déjà présente, et bien présente. Bon, aujourd'hui, même si ethniquement la berbérité est encore majoritaire, d'un point de vue linguistique, l'arabe est majoritaire, aujourd'hui, clairement. Vous avez encore à peu près 30 à 35% de berbérophones. Mais le FLN, qui s'identifie à la fois à l'arabité et à l'islam, c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie particulièrement de l'OAS, quand il dit on a abandonné l'Algérie aux mains du communisme, enfin, il faut voir ce que c'est le FLN. C'est communiste comme ma sœur. Ou alors c'est communiste et Coran. Bon, d'accord, je veux bien. Bon, ok, d'accord. L'opium du peuple, d'accord, si tu veux. Mais ça n'a rien de communiste au sens soviétisant du terme. Et en plus, il faut savoir aujourd'hui, et ça aujourd'hui nous le savons, que l'Amérique a plus nourri le FLN et l'OAS jusqu'au bout que l'Union soviétique ne l'a jamais fait. À tel point d'ailleurs que Michel Debré dira à Paul-Henri Spaak: je n'ai pas besoin de vous voir, monsieur. Vos navires otaniens déversent des armes par des cargos norvégiens à destination du FLN. Pourquoi ? Parce que pour l'Amérique, il fallait que la France s'enlise en Algérie. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que sur les 4 généraux putschistes, vous avez 3 otaniens, et que Bastien Thierry, il suffit d'ailleurs de lire, et ça je vous renvoie à l'ouvrage magnifique, L'ami américain d'Éric Branca, lisez la plaidoirie de Bastien Thierry à son procès contre De Gaulle. En veut-il à De Gaulle de l'Algérie ? Pas du tout, enfin en tout cas au second plan. Il en veut à De Gaulle de vouloir la bombe, donc de trahir l'axe atlantique. Au passage, il extériorise aussi une crainte de l'armée qui pensait que la force de frappe passerait au premier plan et l'armée au second. Mais si vous voulez, pour en revenir, quand le FLN a pris le pouvoir, il s'est identifié à l'arabité et à l'islam. D'ailleurs, ça lui a joué de mauvais tours, parce que où est né le fils, le Front islamique du salut ? Dans les katibas intérieurs, dans les zones géographiques des katibas intérieurs que le FLN a détruites, et sur le discours islamique qui était celui du FLN. Je suis plus croyant que toi. La preuve, tu es corrompu. Et c'est là le deuxième blocage algérien. De ne pas reconnaître que l'expérience du FLN est un échec. Que le FLN, avant tout, s'est auto-purgé pendant des années. Et que chaque décennie de l'Algérie n'est ponctuée que par l'autopurge du FLN qui est permanente. Alors vous me direz, quel est l'état de la jeunesse algérienne aujourd'hui ? Le FLN, très intelligemment, a ouvert les vannes de l'accès à l'argent facile lors du début des printemps arabes, pour éviter la contagion. Il a face à lui une jeunesse algérienne qui est célèbre par un geste qui est de se mettre contre le mur et d'attendre le travail. Je ne dis pas ça par fainéantise, il suffit de voir dans les villes algériennes, c'est comme ça. Hein, vous avez une partie de la jeunesse qui attend les entrepreneurs. Et qui sait que de toute façon, l'argent public est privatisé par les hiérarques FLN. Cette jeunesse-là est enfant et orpheline d'un rêve, et pour elle, son printemps arabe, eh bien, ça va vous choquer, mais c'était les élections de 1989 où que l'armée a écrasé. Enfin, de 91, pardonnez-moi, que l'armée a écrasé. C'était le Front islamique du salut, et c'était le GIA en partie. Pourquoi ? Parce qu'il y a, et ça, nous ne combattrons pas l'islam radical tant que nous ne le comprendrons pas, il y a une part, entre guillemets, de théologie de la libération dans une partie de l'islam radical. C'est-à-dire, si ça marche, ce n'est pas uniquement... Et là je vois déjà les trucs baboucholâtres, etc., qui vont s'agglutiner sous la vidéo. Évidemment,
Moi, j'ai eu des membres de mon corps, de l'EGE tués au Bataclan. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tant qu'on ne comprendra pas que dans l'effondrement de la culture arabe, l'effondrement de la culture islamique et dans la crise, si vous voulez, de la spiritualité arabe, que l'islam radical est une voie de sortie pour beaucoup de jeunes. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'arrivera pas à la faire reculer. C'est cette jeunesse-là, bon an, mal an, sur laquelle nous devons compter. Alors vous me direz, ça n'augure rien de bon, peut-être. Mais malheureusement, je crois que nous n'avons pas tout à fait le choix, justement parce que nous sommes frères par le sort. Et comme l'écrivait Mauriac, un homme extraordinaire vu qu'il a combattu la bourgeoisie française dont il était issu, entre autres sur le dossier algérien, l'empreinte d'un homme sur un autre est éternelle, aucun destin n'a traversé le nôtre impunément. Et qu'on le veuille ou non, notre destin ou celui de l'Algérie ne se sont pas traversés pour rien, et en tout cas, ce ne sera jamais fini. Je vous remercie.